Là. Voilà, donc ça Alors, enregistre. Parfait. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de. Alors, je vais couper le son de la personne qui tape. Je pense que c'est Nana. Ah mince, désolé. Attends, je me coupe. Parfait. Du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on avait fait la dernière fois, ou ceux qui n'étaient pas là. En gros, on a fait une app super simple qui. Je vais faire un truc, je vais fermer. Qui c'est un CRUD, c'est une API qui fait un CRUD basique avec des tests. Donc c'est surtout sur les tests qu'on a mis l'emphase la dernière fois. mm, Et ce sur quoi j'aimerais bien mettre l'emphase cette fois-ci, c'est sur le déploiement. Euh, cool. du coup, j'ai fait des jolis tickets pour essayer de rien oublier. Euh, ça, j'en ai pas besoin. Non. Non. Pourquoi est-ce que tu es là? Ok, parce que je l'ai pas changé. Ok, donc du coup, j'ai commencé par mettre en place de la couverture de test. Alors pour l'instant, quand on roule nos tests à la main, normalement j'ai fixé ma database. Donc normalement, je devrais pouvoir rouler les tests. Ah Oui. oui, tu as des problèmes avec ça. Ouais, je sais. Euh, D'ailleurs, tu as résolu tes problèmes de test de la semaine dernière? Enfin, les problèmes de database, oui, mais oui, de bêtes, hein. j'ai désinstallé le Docker, réinstallé le Docker. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, il y a un moment. Euh, Et donc, du coup, j'aimerais bien savoir à quel point j'ai tout testé dans mon programme. Donc, du coup, pour ça, je rajoute de la couverture de test. Vous m'arrêtez si jamais je parle de trucs qui servent que vous savez déjà ou qui vous servent à rien. Ok. C'est toujours bon à revoir dans tous les cas, hein. Voilà. Donc, pour ça, on va utiliser la gemme qui s'appelle SimpleCov. On va aller paramétrer spec. Est-ce que c'est assez gros? Je vais zoomer une fois quand même, dans le doute. Pour moi, c'est bon. Euh, qu'on va aller paramétrer là-dedans. Et comment est-ce qu'on lui dit qu'on veut de la couverture? Comme d'habitude, je me souviens jamais comment ça s'écrit. Et j'ai pas envie d'aller lire la doc sur internet maintenant. Sup ce slash spec spec perdu, c'était l'autre. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils. Enfin, si je sais pourquoi ils ont fait deux fichiers, mais à chaque fois ça m'énerve. Ok, donc ça ressemble à ça à peu près une config. Je vais revenir sur exactement ce que ça fait dans 5 secondes. Attends, non, c'est celui-là. Ok, alors. Donc, la conf de SimpleCov, c'est. Tu lui dis que tu veux qu'il démarre. Je vais supprimer. Tu lui dis je voudrais que tu démarres en mode Rails, que tu regardes pas les fichiers qui font moins de 5 lignes. Parce qu'en fait, Rails a plein de petits fichiers que toi tu vas pas tester et que tu utilises même pas parce que c'est des fichiers par défaut avec genre 2 lignes dedans. Ceux-là, tu peux surtout pas qu'ils vérifient que tu les testes. Mhm. Ça, on en reparle après, c'est pour quand on le fera tourner dans dans l'intégration continue. Je l'ai copié ici pour pas avoir à aller le chercher tout à l'heure. Et ça lui dit, au moment où tu as fini tes tests, vérifie que tu as une couverture de test minimale de 90%, vérifie que par fichier tu as une couverture de 80%, et vérifie que ta couverture de test n'a pas trop chuté par rapport à la fois d'avant. Du coup, maintenant, si je roule les tests, si je sauve le fichier avant, ce serait mieux. Si je roule les tests, il me génère un fichier open coverage, il me génère un dossier coverage, et donc dedans, il me génère un fichier index qui me dit, ok, voilà, donc sur tes... il y a deux fichiers, hein, qui me dit, ton contrôleur, tu l'as testé, t'es passé par telle ligne, t'as pas testé le... Qu'est-ce qui se passe si tu as des erreurs quand tu updates une tortue? Voilà. Donc ça te permet de savoir, ok, où est-ce que j'en suis dans mes tests, à quel point je peux être confident sur mon programme. Ok. Euh, voilà. Et du coup, il se passe quoi si tu respectes pas les Ouais. 80-70? Je vais te montrer. Spec, contrôleur, spec.
Je vais mettre en commentaire des trucs. Il me rend fou sous Vim. Ça marche bien. Ah, mais je suis assez bien. Hein. Et Je faisais ça il y a 20 ans. ouais, pour Ruby, honnêtement, ça marche pas. C'est cool. Et moi, je peux le laisser, on s'en fout. Des belles couleurs en plus. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a tout qui est bien. C'est propre. Hein. C'est des heures de config, littéralement. Voilà. Et en gros, si mon coverage n'est pas suffisant, il me dit que mon coverage est en dessous de ce à quoi tu t'attendais. Et en fait, donc là, sur mon terme, il t'indique que la précédente commande a failé. Donc, l'intégration continue, ça va se baser sur, il va rouler des commandes à la suite, et s'il y en a n'importe laquelle qui fail, il te dit que ça a échoué. Ah ouais, ok. Voilà. Donc, c'est pour ça que tu l'utilises, c'est juste pour qu'à la fin, ils te disent, oui, tes tests ont failli. Ah, c'est pour pouvoir avoir un fail au niveau de l'intégration continue, comme ça, tu peux pas le droit de, tu peux pas le merge, du coup. Et exactement, c'est ça. Même si tous tes tests ont passé. Ok, cool. En fait, tu intègres le processus qualitatif systématiquement grâce à ça. Hein. C'est ça. Je vais ignorer mon dossier coverage parce que j'en veux pas dedans. Non. Avec 2 chevrons dedans. Ok. Ensuite, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le rajouter. Je vais vérifier que c'est bien ce que j'ai prévu. Ok. Bon, d'accord. D'abord, on va apparemment déployer sur Heroku. Donc, j'ai une pratique, je ne sais pas si elle est bonne. Mais ah oui, il y aura beaucoup de trucs, de moments où je fais des choix très partiels, pardon, dans ce talk, hein, parce que sur tout ce qui est déploiement, il y a 12 milliards de façons de déployer, de faire du CI et ce genre de choses. Je préviens d'avance, c'est la façon dont moi j'aime bien le faire. Il y a plein de façons qui sont tout à fait valides. Genre Heroku, j'aime pas du tout la command line d'Heroku et je l'utilise le moins possible. Moins je l'utilise, mieux je me porte. Du coup, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller sur Heroku. Je vais créer une app à la main. Je sais plus comment on fait. Sûr. J'ai notifié hier soir. Je crée une nouvelle app. Et le bruit de tracteur. De quoi? Il y a une espèce de bruit de fond depuis tout à l'heure. Ouais, ça va. Non, j'ai rien. Ouais, je l'ai eu de temps en temps, mais je sais pas. Ok. Donc on va faire une première app. Et la première app, je vais lui dire, hey, connecte-toi à GitHub. Mon repo, il s'appelle Turtle Truc. Voilà, connecte. Parfait. Et déploie master, s'il te plaît. Pourquoi ça fait ça? Ça fait que je ne suis pas tenté de déployer sur Heroku directement depuis ma machine, parce que j'ai pas du tout envie de le faire. Parce que ça, si comme je bosse tout seul sur le projet, c'est pas un problème. Si t'es nombreux sur le projet, si n'importe qui peut déployer n'importe quoi sur master ou ce genre de choses, assez vite tu te retrouves dans des cas où tu perds du code, où la version sur GitHub est différente de la version sur Heroku. Ah oui. J'ai tout vu. Voilà. Parfait, donc c'est déployé sur Heroku. Je pense que son nom est juste horrible. Je sais plus où est-ce que c'est dans les settings, je crois son nom. Eh non, il est bien son nom. Tic. Et du coup, parfait, je peux l'appeler ici. Donc la dernière fois, j'ai pas pu, mais cette fois-ci, je vais faire des appels de Postman. S'il veut. Donc Postman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil pour faire des appels HTTP et sauvegarder toutes les requêtes que tu fais. Et pouvoir passer des paramètres et tout un tas de choses. Ouais, c'est ça. Des headers et des choses intéressantes. Ouais, pour ça, c'est vraiment pratique. Moi, je m'en sers même pour faire de la doc.
quasiment, sur mes apps. Pour faire de la doc. Ouais. Bah, genre, par exemple, je vais documenter toutes mes requêtes que je fais sur un produit. Genre, je sais que pour sign-in, c'est cette requête avec tel paramètre. Pour un reset password, ça va être telle requête avec tel paramètre, etc. En fait, maintenant, tu as un générateur de doc pour les API. J'ai oublié son nom, qui est en train de... Pour le retrouver, tu me demanderas et je retrouverai ça. Ok. Je crois que j'ai utilisé ce programme une fois. Et en fait, OVH, tous ces gens-là, maintenant, utilisent, et ça a toujours la même gueule. Ok. Et ça te présente et tu peux préciser les paramètres, etc. Excusez-moi. Oui, je t'écoute. Il n'y a aucun problème. Donc là, il me dit que j'ai une petite, un problème de... Je me suis pris une erreur 500. Crédiblement parce que j'ai pas de database de configurer, parce que j'ai pas fait mes migrations. Mais comme j'ai dit que je voulais surtout pas le faire à la main et avoir le droit de rouler des commandes en production, du coup, je vais devoir passer par une autre technique qui consiste à générer un procfile. Procfile, c'est le truc que va utiliser Heroku pour savoir ce qu'il doit lancer comme programme au début. Comme d'habitude, j'ai la flemme d'aller regarder la liste. Back/profile. En gros, tu as ta ligne web. Ça, c'est la config de base de Heroku. Cette ligne-là, je l'ai copié-collé. Et ça, par contre, c'est moi qui l'ai rajouté. Tu as une étape spéciale dans Heroku qui est l'étape release, qui lui dit à chaque fois que tu auras une nouvelle release, roule telle commande. Donc, moi, à chaque release, je veux qu'il me fasse un DB migrate pour que ma database soit toujours à jour sur la prod et que je n'ai pas besoin de penser à le runner. Je ne veux surtout pas avoir besoin de penser à le runner. S'il veut, oui, parfait. Donc, je dis deploy. Bon, je vais le faire en avance. Il y a un bouton pour lui dire qu'à chaque fois que tu as un push sur master, tu déploies la branche. On va cliquer sur ce bouton. Voilà, donc il a commencé par builder et là ensuite il prend la phase de release qui d'habitude sur les projets fait rien, mais nous il fait la migration de database. Et normalement du coup, si je refais mon appel. Pourquoi tu dis d'habitude sur les projets ça fait rien? Parce que il y a plein de gens qui définissent pas leur sur vos projets, je pense que vous avez jamais défini la phase release Non. Du procfile. Donc si tu lui définis rien, ça fait rien la phase release. Ok. Et donc du coup, là je me suis retrouvé ça marche, j'ai pu faire mon appel, j'ai 0 tortue. Si je faisais un post sur les tortues, ça les rajouterait. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant de le faire tout de suite. Bon, si on va s'en faire une juste pour dire que ça marche. Je sais plus ce qu'on avait mis dans les... une couleur et un nom. Param. Elle va s'appeler Sophie parce que c'est une tortue. Et elle va avoir une couleur. Elle va être rose pour faire plaisir à la personne qui nous avait dit qu'elle voulait avoir une tortue rose. Voilà, donc on a créé une tortue. On a donc créé une tortue, il nous a renvoyé son ID. Et voilà. Cool. Voilà, donc j'ai plus besoin de m'occuper de penser à un, déployer sur Heroku, deux, faire une migration. Et moins je pense que j'ai besoin de penser à des trucs et moins j'ai des chances d'échouer au fil du temps. Est-ce que j'avais rajouté d'autres choses à faire là-dedans? Non, parfait. Très bien. Et du coup, comment tu sais si genre à un moment donné il y a un truc qui se passe mal, genre ta push sur master, il fait un auto-deploy et au final ça marche pas bien en ce moment sur Heroku? Tu peux régler des alertes, un truc comme ça ou... Alors, il me semble que tu peux revenir à une étape d'avant. Déjà sur Heroku, tu peux lui dire je veux que tu reviennes à telle version.
Je sais plus exactement comment tu fais parce que j'ai jamais vraiment eu besoin de le faire sur le coup, mais je pense que c'est possible. Ouais, je crois Mais que tu peux faire des rollbacks. J'avais lu ça sur Ouais. la doc. Mais sinon, on va tout mettre en place pour que ce moment n'arrive jamais. Parce que quand tu arrives là, c'est quand même que tu as pas mal échoué. Ok, ça marche. Donc, on va commencer par rajouter un peu de CI. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter les tests sur les commits. Alors, pour ça, j'utilise une librairie JavaScript. Oui, ça me fait hurler de le faire. Mais j'ai rien trouvé d'équivalent. D'accord. Yarn. Et en fait, Yarn, c'est comme npm install. Et en fait, le truc, c'est que ça va me générer Vim package JSON. Je veux juste cette dépendance-là qui me permet, du coup, de définir des choses à rouler avant les commits et avant les push. C'est un trigger sur la commande Git, c'est ça? Ouais, en fait, il t'installe des git hooks automatiquement. Ok. Donc, par exemple, tu peux lui dire, hop, je ne l'ai pas ajouté en dev, on s'en fout. Tu peux lui dire, je veux qu'avant chaque commit, tu me roules RSpec et tu me roules Robocop. Pour l'instant, je ne l'ai pas ajouté, donc il est configuré, donc on va dire que non. Donc, voilà. Et donc, du coup, si je fais git commit -z, ah oui, CI c'est commit, -all, il se branche à ce moment-là et donc du coup il va rouler mes tests. Voilà. Et si jamais il y a quoi que ce soit qui fail, il va pas du coup il va pas me laisser committer. Et j'ai oublié les fichiers. Parce que je suis idiot. Donc je push ça, qui va être déployé automatiquement, mais là on s'en fiche. Ah oui. Quoi? Pourquoi? Oui. Je vois pas ce qui peut ne pas y être, parce que tout a été pushé depuis ici. Donc, ça c'est fait. Voilà. Et maintenant, on va rajouter un peu de Circle CI pour pouvoir avoir de l'intégration continue pour rouler dans des espèces de containers. Tu as peut-être évoqué ça la dernière fois, mais tu peux juste en 10 secondes, en 30 secondes, dire pourquoi Circle CI? Parce qu'il en fallait un et juste parce que celui-là, il marche pas mal. Honnêtement, j'ai pas d'avis de pourquoi celui-là en particulier. D'accord, c'est historique et t'as pas bougé depuis. C'est ça. Et si tu as d'autres conseils sur d'autres à essayer, non, vas-y, on fait ça aujourd'hui, c'est très bien. Ok. T'en as d'autres que tu préfères, toi? Juste pour le temps que je le configure, de toute façon. Donc, Travis, plutôt, mais... Tu utilises Travis, toi? Ok. Ok, très bien. Go for it. Ça permet de voir, c'est intéressant. L'avantage, c'est que il te propose des petits fichiers samples qui font globalement tout le taf. C'est où? C'est un point circle / config YAML, c'est ça? Point circle si. CI, vim, point circle CI, config. Ouais, je pense que Travis, ça ferait, à mon avis, ça ferait le taf. Sauf que j'ai jamais eu l'occasion de m'y attarder plus que ça. Et donc, du coup, j'ai jamais vraiment regardé comment ça marchait. Non, mais il vaut mieux, c'est ce que je te disais, c'est comme Vim, quoi. C'est un truc que tu maîtrises, marche mieux. Moi, perso, j'ai pas à le faire très souvent. J'ai des docs pour le faire. Mais là, tu maîtrises ton affaire, c'est ce qui importe, quoi. C'est comme Vim. On voit bien l'efficience de l'outil maîtrisé plutôt que d'un truc sur lequel t'es pas à l'aise. Oui, c'est ça.
fait, je vais prendre celui de... Et généralement, ils font tous à peu près papa, maman, ils beurrent les tartines. Donc la différence, elle est généralement à la marge. Ouais, c'est ça. Ok, donc j'ai pris celui de mon autre projet parce que je sais que celui-là, il marche. Ok, du coup, ce que je vais faire, je vais partir d'un Ruby 2.4.3. En fait, du coup, Circle, c'est la version 2 est basée sur des containers. Donc, je dis que mon container principal est basé sur Ruby. Yep. Et que j'aurai en plus un Postgres parce que je vais avoir besoin d'une database. Ensuite, tu lui définis des steps. Tu as un step de checkout où il récupère le nouveau code. Tu as un step où tu lui dis essaye de restore le cache basé sur ton gemfile.log. Si ton gemfile.log a changé, bah, du coup, c'est probablement que ton cache n'est pas bon. Installe les dépendances. Donc, installe toutes tes gemmes. Sauve ton cache. T'attends que la DB ait démarré. Ensuite, tu fais un DB migrate. Tu roules Rubocop. Bon, on va le laisser parce que j'ai la flemme de le rajouter tout à l'heure. Et ensuite, tu roules tes tests. Attends, j'ai une question sur t'attends que ta DB ait démarré. Elle est basée sur le timeout. T'as pas un moyen de checker ça autrement? Sur Postgres, je crois pas. Si tu connais un autre moyen de le faire à travers des Docker. Non, j'ai pas la réponse, mais ça, s'il se passe quelque chose, ça veut dire que t'as un. Ok, très bien. Note pour plus tard. Si tu trouves un autre moyen, je suis très preneur. D'accord. Voilà. Ok. Hop. Normalement, il va me faire mentir, hein, forcément, parce que ça va pas marcher, mais Circle CI. Et bien sûr. Voilà. Donc, du coup, normalement, je vais voir sur Add Project. Bah là. Je l'ai pas ajouté. J'ai pas dû finir l'étape. Setup, donc c'est du Ruby, blablabla. Oui, c'est cool, mais le bouton Go là. Ouais, alors ce bouton-là n'était pas très vert, je trouve. J'adore. Voilà, et donc du coup, il a pris mon container Ruby, il est en train d'installer mes dépendances, et il va du coup il va pouvoir rouler les tests dedans. Et Rubocop. Bon, Rubocop, j'espère qu'il passe. Hein. J'ai pas checké avant. Je pense que oui. Je vais checker tout de suite. Oui, c'est bon. Alors, ce que je ne vais pas faire sur ce fois-ci. Oh, on en reparlera. C'est pas important tout de suite. Ok. Donc, on va le laisser builder dans son coin. On y reviendra plus tard. Éventuellement, je le ferai plus tard. On peut hooker le Circle CI sur un Slack pour lui dire quand tu as fini, préviens les gens sur un channel en particulier de t'as fini de builder et tout s'est bien passé ou tout s'est mal passé et ça permet aux gens d'aller voir. Dans ma config, il y a à la fin, j'ai des options spéciales de AirSpec pour lui demander de le formater d'une certaine façon. Ça me permet d'avoir accès. Et ici, je lui dis de store les résultats. Ça me permet ensuite d'accéder à tout ce qu'il a fait, en fait, et de les regarder directement sur leur interface web. Ça, c'est plutôt pratique parce que comme ton test, tu le roules pas, si tu as un truc qui échoue, tu es content de pouvoir voir pourquoi ça n'a pas marché. Pardon, j'ai pas bien compris le dernier. Ah, pardon. Ok. L'idée... attends, je vais te montrer qu'il aura fini de rouler les tests. Ça ne va pas prendre trop de temps. Vous avez déjà parlé des formats, tout ce qui est XUnit, JUnit, parce que c'est ça en fait le. Ouais, non, j'en ai pas parlé. Parce qu'en fait, c'est ça que tu es en train d'expliquer, c'est ce format commun à quel que soit même les langages. Ouais, c'est ça. Et en gros, ils ont un format de résultat de test qui te permet, pas avec eux, mais en gros, ça te permettrait normalement de dire que tes tests sont passés, quel test a été roulé et lesquels ont marché, lesquels n'ont pas marché.
Ok. Et ici, tu aurais un... et là, tu verrais... De toute façon, ici, tu vois la sortie de ton AirSpec. Et donc, tu C'est pourrais juste voir. en fait, c'est préformaté d'une certaine façon, ce qui fait que Ouais. tu peux même l'intégrer dans n'importe quel outil tiers qui respecte cette syntaxe. Exactement. Ok. C'est un XML. Et accessoirement, j'ai aussi uploadé mes résultats de coverage parce que c'est un fichier HTML. Et donc, du coup, je peux voir directement ce qui s'est passé sur ce call qui est de ce Oui. côté-là. Voilà. Qu'est-ce que je rajoute ensuite? Ensuite, je vais rajouter... J'ai dit... Ça, c'est bon. On a un CI. On va rajouter proprement Rubocop. Rubocop, je suis pas sûr d'en avoir assez parlé la fois d'avant. Si j'ai expliqué ce que c'était que toutes ces règles, faut m'arrêter tout de suite. Du coup, Rubocop, ça se base sur un fichier rubocop.yaml. J'en ai parlé la dernière fois ou pas? Non, tu avais parlé dans la vidéo sur les tests il y a un petit moment. Ok, donc je vais faire un rapide résumé. Ça se base sur ce fichier-là, qui est le fichier rubocop.yaml. Et ensuite, tu lui définis les règles que tu veux suivre. J'invite fortement les gens à se baser sur le... Tu peux lui dire, je veux hériter de tel fichier présent à telle URL. Par défaut, Rubocop a des règles très contraignantes. Donc ça, c'est la version un peu plus relaxed, où il te fait pas chier parce que tu as mis des doubles quotes pour tes strings, alors que tu aurais pu mettre des single quotes, par exemple. Parce que bon, il y a un niveau de nazisme où c'est peut-être un peu trop. Même moi, je dis ça, c'est quand même... Voilà. Et en gros, après, tu peux le configurer en lui disant je voudrais, s'il te plaît, que quand tu échoues, tu me dises pourquoi et que tu me files les liens où est-ce que je dois aller voir d'où vient la règle et pourquoi est-ce qu'elle est là. Ignore telle règle pour ces fichiers-là, etc. Le Rails Enable, ça permet de rajouter des règles spéciales à Rails. Par exemple, ça lui dit que si tu n'as pas mis de inverse off dans tes as many, il va te dire là, je suis pas sûr de ce que tu fais, ce serait mieux que tu le mettes, voilà pourquoi. Donc ça t'apprend des choses sur le langage. Ça t'apprend à te dire ça, tu devrais plutôt coder autrement. Et du coup, on va pouvoir le rajouter au... Donc du coup, c'est déjà dans CircleCI, mais je vais pouvoir le rajouter aussi dans mon commit, chaque commit, parce que bon, pour éviter de faire des bêtises. Et Rubocop. Ouais, sachant que Rubocop, il existe un mode -a, comme ça, qui permet de fixer tous les fichiers. Voilà, il va essayer de le faire. Donc la plupart en fait, il va le faire pour les règles où il est sûr d'arriver à le faire et où c'est super facile de le faire. Il y a des trucs qu'il n'est pas capable de gérer tout seul. Genre, il va tout seul te gérer l'annotation de tous tes fichiers si c'est des choses pour lesquelles vous avez des problèmes. Fred, je sais que tu as des groupes qui ont des problèmes avec ça, par exemple. J'ai vu ça hier, ça m'a vraiment fait hurler. Si, oui, il y a d'autres choses qui me font hurler, mais j'achète. Tout ce qui... Voilà, donc Rubocop, j'en ai parlé. Parfait, et c'est déjà dans le ciel. Ok, maintenant je vais parler de Pipeline Heroku. Alors, vous remarquerez que quand j'ai créé l'app, je l'ai appelé avec un nom qui s'appelle Staging. Pourquoi? Parce que Heroku te permet d'avoir des pipelines qui sont le cran du dessus de l'app. Et en fait, ce qui va permettre d'enchaîner des apps. Juste en 30 secondes, ça c'est accès en gratuit ou il faut Je suis en gratuit là. J'ai rien payé pour l'instant. Merci beaucoup. Cool. Donc je vais me mettre sur mon repo Turtle. Sans quote. Donc je crée un pipeline de Turtle. Je lui dis hey, les staging. J'avais déjà cette app. Voilà. Et je voudrais une nouvelle app en production, s'il te plaît. Là déjà, Heroku vient de me remonter dans mon estime. Que je vais appeler Turtle App. Ah oui, parce que mon pipeline s'appelle comme ça. Ok, je vais renommer mon pipeline. Comment on fait pour settings? Je peux renommer mon pipeline? Parfait. Il va juste s'appeler Turtle. Ça sera très très bien. Là, et donc je disais, un pipeline, je vais créer une app de production.
que je vais appeler Turtle. Ah oui, non. Non, attends, ça. Turtle App, du coup. Oui. Turtle Pardon. App. Oui, il n'y a pas de souci. C'est... Bon, ok. Il s'appelait donc Turtle App Prod. Ce sera donc très très bien. Là. Et pour l'instant, il n'y a rien dessus. Et je lui dis, bah, j'ai testé staging, il marche, envoie-le dans production. Et l'idée, c'est que du coup, il va juste déployer ce commit en production. Donc, tu sais, Vince, quand on parlait de éviter que le fait que ta prod explose à cause d'un commit, bah, Ouais. typiquement, comme tu as un pipeline et que tu déploies pas automatiquement en prod, ça arrive moins souvent. Ok. Donc là, je pense qu'il faudrait, si j'étais gentil, donc sur la prod, il n'y a pas de database encore. Et comme il y a déjà le truc pour faire la migration automatique, il n'y a pas ça. En gros, pour résumer, le principe de faire un truc de staging et un truc de prod, Ouais. c'est que staging, pour le coup, tu déploies vraiment ton app exactement l'identique que ce que tu vas mettre en prod. Oui, exactement. Donc, tu peux vraiment être sûr que si ça marche après en staging, tu n'auras pas de problème en prod. Oui, tout à fait. C'est le processus qu'on appelle le processus d'intégration, en fait. C'est tu prépares Ok. l'arrivée en production. Exactement. Je vais rajouter un Postgres parce que sinon. Et là, typiquement, tu n'es plus censé voir tous les messages de debug, toutes les choses un peu que souvent. Ok. Donc, je vais rajouter une database. Donc, du coup, si je retourne sur mon pipeline et que je lui dis, hey, ajoute-le en production, ça devrait mieux se passer. Je peux te poser une question parallèle? Bien sûr. Est-ce que tu peux avoir des scénarios plus aboutis du type ton staging, il se part sur plusieurs instances Heroku de prod, genre un cluster? Ça le fait, ça? Ta prod, ici, Ouais. tu peux lui dire, je ne sais plus où est le bouton. Là, tu peux configurer tout ce que tu veux. Donc, éventuellement, tu pourrais rouler plusieurs apps. Ah, d'accord, ok. Après, tu peux avoir des workers et distribuer la charge à 10 contre 1. C'est ça. En gros, là, par exemple, tu peux... Ok, t'embête pas, c'était juste une question. Non, mais de toute façon, c'était en train de déployer. Donc, tu vois, tu peux lui dire, j'ai besoin d'avoir des dynos, j'en veux 30, parce que mon app, elle est gigantesque. Et Quoi, des Pardon, vas-y. Des dynos, c'est des espèces de serveurs qu'il faut rouler ton app. Et donc, du coup, tu peux lui dire, si je passe à ça, je ne vais pas l'activer longtemps, j'en veux 72. Ouais, non, fais gaffe. C'est pas ça que tu voulais dire. Oui, t'inquiète. Oui, c'est juste que je viens de voir le $78 qui est apparu. Donc, on va pas s'énerver. Non, c'est juste le sens de mon propos. Ces stratégies, tu peux les régler derrière. Tu vois, sur la distribution, ou tu as des profils de workers, tu as des choses comme ça? Ouais, tu as des profils de workers, tu as différentes tailles de workers, et comme tu as un procfile, tu peux éventuellement lui dire que tu en veux différents qui font différentes choses. D'accord. Ah, c'est assez cool en fait. Ouais, pour ça, c'est vraiment pas mal. Et pareil, tu peux les staffer différemment, tu peux mettre de l'autoscaling dessus éventuellement au besoin. Alors ça, c'est la partie autoscaling qui me stresse un peu avec Heroku sur leur modèle de facturation. Mais ouais, bah oui, parce que comme tu t'es facturé à l'heure de... C'est ça. Mais je pense que c'est pareil partout en fait. AWS, c'est pareil. Si tu scales, ça va être la même chose. Par rapport à un cloud en propre. Ok. Oui. Parenthèse fermée. Pour moi, en tout parfait. cas. Merci. Bref. Du coup, voilà. Donc là, je sais que j'ai la même version en prod et en staging. C'est pas mal ça. Est-ce que je voulais te rajouter des choses dans mon... Et je voulais aussi rajouter les paramètres. Je vais clairement faire ça. Mais bon, là c'est cool, mais j'ai quand même qu'une seule version de staging. À la rigueur, je pourrais en rajouter. J'avais fait ça un moment avec Félix pour le moment où ils ont refait le site de THP. Et en gros, en staging, ils avaient 2 apps qui tournaient en parallèle et une app de prod qui leur permettait de tester en même temps l'ancienne version et de rajouter des modifications dans leur ancienne version et d'avoir quelque chose qui était prêt pour passer en prod la nouvelle leur V2 où ils changeaient tout au passage. Et l'avantage, c'est que si jamais il y avait un problème sur leur nouvelle branche, ils pouvaient retourner sur l'ancienne et redire remets-moi l'ancienne version de staging. Tu peux vraiment avoir plusieurs apps de staging pour pouvoir prendre le problème. Pareil, tu peux avoir plusieurs apps de prod.
éventuellement, si tu veux présenter des choses un peu différentes. Mais du coup, là, je vais me parler d'un autre truc, c'est tu peux aussi dire, à chaque fois qu'il y a une pull request qui est ouverte sur GitHub, je voudrais que tu me crées une app en gratuit et que Oui, c'est trop bien ça. et que du coup, bah, tu me la génères. Tu peux mettre les trucs par défaut. Oui, parfait, je veux un Postgres. Très bien. Et donc, je voudrais que tu me connectes au resto parce que j'ai pas envie de le faire moi-même. Donc, sur toutes les pull requests, je voudrais que tu me crées une app qui ressemble à Turtle Staging. C'est très bien. Et que, à bout de 5 jours, si personne s'en occupe, tu les tues. Voilà. Donc, juste pour faire un proof of concept, je vais ouvrir une branche, test PR et beaucoup. Je vais pusher cette branche avec rien de différent sur GitHub. Je vais faire un git, je vais ouvrir une PR vers master. Bien, tu l'appelles comme tu veux. Et normalement... Oui, j'ai bien ouvert une pull request. J'ai bien une pull request ouverte. Ah, il y a CircleCI qui s'est automatiquement branché dessus. Et du coup, il me dit que c'était bon, tous mes tests sont passés. Donc, je vais pouvoir merger ma branche sans me prendre de stress. Ça me perturbe de ne pas avoir de notification. Ouais, pourquoi parce que j'ai pas pool. Ok. Git master. Voilà. J'avais pas ajouté le app. Il a commité un app.json, mais je l'avais pas récupéré sur mon master quand j'ai créé ma branche, donc ma branche ne l'avait pas. Donc elle n'a pas pu créer pull request. Okay. Donc je retourne sur ma test PR et beaucoup. Et je rebase sur master. Et je repush. Bon, du coup je vais le laisser faire parce que là il peut... On a vu que ça prenait du temps. Mais en gros, voilà, je vais pouvoir tester mon app directement sur... Depuis Heroku, il me crée une app à la volée et il les détruit quand ma PR est mergée. Donc ça, c'est pas mal pour vérifier que, ok, ce que je veux rajouter en master, ça marche. Oh, je t'adore. Ouais, ça aurait été bien. Hein. Oh la vache. Bon, bah maintenant, du coup, tant que tout ça, c'est géré, que du coup, on devrait plus trop avoir de problème en prod parce qu'on peut checker la branche de PR, on peut retester le staging et si tout ça marche, on envoie dans production et jamais avant. Du coup, c'est bon. On est sauvé. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Parce que là, j'ai l'impression d'avoir déjà tout fait. Ouais, ok. Je l'ai pas mis au bon endroit. Celui-là, je l'ai fait bien avant. Parfait. Ça, c'est bon. Ok. C'est quoi CD? Continuous Deployment. Ah, c'est deployment, pardon. Okay. Sur les apps en prod, on va vite avoir un problème. C'est ton utilisateur, quand il utilise ton app, s'il y a un bug qui lui arrive dessus, tu le verras pas. Et il y a 90% de chances pour qu'il te prévienne pas. Donc du coup, 90% c'est un nombre au pif. Hein. J'ai pas les stats de à quel point les utilisateurs. Je pense que ton utilisateur, en fait, c'est juste qu'il rage quit ton site et il revient jamais. Oui. Donc du coup, tu aimerais bien être prévenu de ça. Et pour ça, il y a plein de programmes qui permettent de faire ça. Notamment, bon, je sais pas lequel des deux. Je voulais essayer Sentry sur Heroku, mais j'ai jamais eu l'occasion, mais je vais pas le faire maintenant parce que c'est pas le moment. Je vais utiliser Rollbar que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc je vais rajouter Rollbar sur le prod. En gratuit, parce que je paye pas moi. Voilà, il y a
une documentation. Parfait, très bien. Oui, ça c'est fait. Je sais qu'il y a un truc à faire. Je le veux pas. Non, je le veux pas en local setup. Je sais qu'il faut rajouter une journée gem, un truc comme ça. Je vais ouvrir Rollbar, il va me le dire. Je suis en Ruby on Rails. Fait. Donc, gem Rollbar. Je le veux juste en prod, hein. Le reste du temps, je vais pas le vouloir. J'ai pas de groupe prod encore. Vous savez à quoi ça sert les groupes dans les gem files? Right. Oui. Pas super bien. J'ai pas super bien compris. Ok. Alors l'idée Pour c'est les que grandes lignes, mais vas-y. tu vas lancer ton, quand tu vas lancer ton, entre guillemets ton soft, il a un espèce d'environnement. Quand tu le lances sur en local ici, c'est en développement. Quand tu lances tes tests, c'est en test. Et quand tu le lances sur Heroku, c'est en production. Donc du coup, sur les deux, il a pas les mêmes. Il va juste pas utiliser les mêmes gemmes. Par exemple, j'ai pas du tout envie qu'il m'utilise Guard, qu'il m'installe Guard en prod. J'ai pas envie d'avoir Pry en prod. J'ai pas envie d'avoir Rubocop en prod. Ça me sert à rien. Le d'autant non plus sert à rien puisque Heroku, faut lui passer les variables dans via l'interface. Oui, c'est ça. Oui, donc ça marchera juste pas. Et pareil, toutes les gemmes de test en prod, j'en ai surtout pas. J'ai pas du tout envie de les avoir. Un autre exemple flagrant qui parle pas probablement à tout le monde, c'est le système de base de données. Même si tu es contre visiblement SQLite, localement, la plupart des gens utilisent le SQLite pour commencer. Et en prod, sur ton Heroku, c'est du Postgres. C'est ça. En fait, voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'essaie de ne pas mettre SQLite en développement? C'est parce que assez vite, ça m'est déjà arrivé de faire des appels en développement qui se passent pas pareil en production parce que je suis arrivé sur du Postgres. Oui, parce que tu as des choses comme les booléens, parce qu'ils implémentent pas forcément tous les types. SQLite, c'est une sous-version de tout ce qui. Ensemble, ça reste un tout petit moteur, c'est fait pour faire du dev. C'est ça. Effectivement, il y a tout un tas de choses qui ont des effets de bord, malheureusement. Et donc, ouais, vas-y. C'est tellement une source de bug d'avoir deux systèmes de base de données différents en développement et en production. Du coup, c'est quoi l'avantage en fait d'utiliser SQLite par exemple en développement et de ne pas utiliser le même système que tu veux utiliser en prod? En fait, tu as des gens qui sont juste des novices et donc qui ont besoin, ils ont juste même l'ORM qui Active Record, qui masque tout ça. Eux, ils comprennent pas ce qu'il y a derrière. Tout ce qu'ils veulent, c'est que ça marche. Et là, en fait, tu te retrouves avec des gens qui ont un terminal, ils savent même pas quoi en faire du terminal. Alors, quand tu vas leur dire pour installer un service, le configurer, le paramétrer, ça t'a l'air probablement trivial. Mais pour 90% des moussaillons, aujourd'hui, c'est juste le langage extraterrestre qu'on est en train de raconter là. Ouais, c'est ça. Ok, donc c'est juste une question de... Oui, c'est vraiment pour les débutants. Sinon, il n'y a vraiment pas pour les novices, il n'y a vraiment pas d'intérêt à le faire. Et sincèrement, configurer un Postgres sous Ubuntu, c'est sudo apt install, et derrière, ça fait même la conf par défaut qui généralement fonctionne assez bien. Oui. Tu vérifies juste que c'est pas bindé et accessible de l'extérieur, mais ces dernières semaines, on vous a rappelé avec tout un tas de choses qu'il faut vérifier ce genre de choses. Ouais. Donc, Rollbar par défaut génère une config que j'aime pas du tout. J'avais juste une question sur les environnements du coup dans le gemfile. Ouais. La différence entre le groupe qui est à la fois développement et test et le groupe test. Alors, développement et test, les gemmes seront présentes en développement et en test. Et le test. C'est-à-dire quand tu fais les tests en développement ou c'est les gemmes qui seront. Non, quand je lance AirSpec, ça va me mettre en mode test. Donc, les gemmes auxquelles j'ai accès, c'est celles du groupe test et celles du groupe développement test. Okay. Quand je suis en développement, j'ai accès aux gemmes du groupe développement et au développement test et au groupe développement. Ok, donc c'est pour développement et pour test. Ok. C'est ça. Et là, quand je tape dans ma ligne de commande, donc par exemple, quand je tape Guard, pour y avoir accès, il faut que ce soit dans le groupe développement. Okay. Tu vois, ce dont on parlait tout à l'heure, le AirSpec JUnit, là, pour le format qui va bien, il est juste dans le test. Ici. Parce qu'il est nécessaire uniquement à ce moment-là. Okay. Ouais, ou le formateur du Nyan 4, en développement, je n'en aurais jamais besoin. Quoi.
Donc, par défaut, Rails génère te met tes tokens en dur dans un initializer. Donc, je vais le laisser faire pour l'instant. Pour ceux qui regardent cette vidéo a posteriori, il y a des chances que je coupe des bouts de la vidéo parce qu'il y a des bouts où on va voir des tokens. Donc, On n'a rien vu. Ouais. Je ne sais pas de quoi vous parlez. c'est ça. Enfin, vous les avez vus, mais tant que vous ne faites pas de print screen, je vous fais confiance. Vous n'allez pas me toucher des choses dans le rollbar. Je prends des notes. Donc, il me génère un initializer avec mon super access token en clair dedans. Et s'il te plaît. Donc, comme je l'ai mis qu'en production, rollbar, je vais lui dire OK, est-ce que tu es .env, .production, point interrogation. Je vais tout mettre ça. Je vais tout mettre ça dans un énorme if en fait. Parce que j'ai surtout pas envie que ce soit présent ailleurs qu'en prod. Genre quand j'ai des erreurs dans ma console en développement, j'ai pas du tout envie qu'il m'envoie des bugs dans rollbar. Et du coup, je vais envoyer ça, je vais le remplacer par une variable d'environnement. J'imagine que vous avez tous déjà fait ça, hein, des variables d'environnement, ce genre de truc. Ouais. Alors, Heroku, je sais que tu le sais par défaut. Ouais, mais du coup, je suis obligé de... Non, j'ai dit que je ne me servais pas de la clean document. Tu vas dans ton app de prod. Ouais, dans les settings. Ouais, dans les settings, c'est ça. J'ai dit que je ne me servais pas de la ligne de commande parce que c'est mal. Tu pourrais faire que J'ai une question sur les variables d'environnement ou enfin sur des codes, des tokens que tu veux cacher, etc. Si, j'ai l'impression qu'il y a vraiment plein de manières différentes de le faire. L'un des plus simples choses, c'est d'utiliser les Heroku, les environnements, enfin les variables d'environnement. Mais il y a aussi, je crois, une possibilité de les mettre dans un fichier .env. Et après tu les mets dans gitignore. Oh, ouais, mais alors du coup, Et du coup, je savais pas quelle méthode utiliser quand. Alors, normalement, j'ai envie de dire les deux. Il y en a un, c'est pour l'avoir en local. Donc, c'est quand tu vas développer, quand tu vas faire tes tests, ça te permet d'avoir des variables d'environnement qui sont définies automatiquement. Donc, pour ça, tu utilises soit .env, soit Figaro, qui fait ça. Et par contre, quand tu es sur Heroku, comme tu l'as mis dans ton kit ignore, Heroku, il ne le connaît pas ce fichier. Donc, tu es aussi obligé de lui préciser quelles sont ces variables d'environnement. Je sais pas si... Donc, en prod, tu le mets forcément dans Heroku. Oui, tu n'as pas le choix. Ok, merci. Donc, du coup, j'ajoute ce nouveau fichier de rollbar. Hop. Oui, je suis sur ma PR, je sais. Sur ma branche de PR. Donc là, on a remarqué qu'il a aussi roulé Rubocop. Et j'ai en profité pour démontrer que je peux tuer ma branche de PR et que du coup, il va me supprimer mon app au passage. Mais en fait, ça va être compliqué. Ok, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ça, quand ça échoue. Par exemple. Voilà, du coup, c'est quand tu as des problèmes qui arrivent en production. Il te note les occurrences, il te dit quand est-ce que c'est arrivé, à qui c'est arrivé. Il te dit quel était le déploiement d'avant qui a probablement créé ça. Cool. People, c'est genre quoi? C'est s'il y a des users connectés ou un truc comme ça, tu vois. Nana, est-ce que tu m'autorises à aller sur ton app de Bonapp? Ouais, bien sûr. Parfait. Je sais que celui-là, il y en a dedans. Au moins un moment. Voilà. Alors, People. Parce que comme j'ai pas de front, en fait, c'est pas super simple à montrer. Parfait. Ok, People. Allez.
Bon, ok. Normalement, ici, tu vois quels étaient les IP, tu vois quel était le navigateur, quel était l'OS, à quel moment. Donc, est-ce que tu vois si c'est toujours le même utilisateur ou si c'est plein d'utilisateurs différents? En fait, c'est basé sur le user agent Ouais, et c'est ça. comment il consolide le fait que c'est vraiment une session unique? Ouais. D'accord. En fait, là, ça apparaît pas parce que c'est pas configuré. Je sais pas pourquoi ça apparaît pas, parce que ça apparaît récemment, mais c'est peut-être que c'était il y a 4 mois et que du coup, au bout d'un moment, il jette ses deux. Ah non. Ah, ouais. Ah. Tu vois, ouais. Donc en fait, il se base sur. Ça, je pense qu'il se base sur ta session, en fait, parce que comme vous avez deux vises, il sait qui est-ce qui s'est connecté. Oui, parce que là, l'URL, c'est pas dans. Effectivement. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça, il se base sur deux vies, je pense, pour remplir ces informations. Ok, Et c'est trop bien. donc, la méthode, oui, c'est trop bien ce truc. voilà. Donc, il te dit où est-ce que c'était, et tu as aussi la call stack. Donc, en fait, tu peux savoir comment c'est arrivé, à quel moment, quelle ligne, voilà. Parce que sinon, personne ne te préviendra jamais. Ouais. Ok, c'est trop bien. Voilà, donc je vais rafraîchir ma pull request. Mes checks sont passés. Ah, attends, avant de faire ça, je vais juste vous montrer un truc. Dans les settings de GitHub, il y a un petit bouton ici qui dit Master. Tu peux protéger Master pour lui dire personne n'a le droit de pusher sur Master. Je veux une pull request. Je veux que quelqu'un review ma pull request et que je voudrais que, s'il vous plaît, mon Circle CI soit passé avant que tu puisses purger sur Master. Voilà, donc on va pas le mettre parce que là ça va être compliqué parce que j'ai personne pour faire mes reviews de pull request, mais voilà. Tu peux lui dire je veux que tu aies ton intégration jusqu'au bout et que voilà, Circle CI, s'il passe pas, c'est interdit de merger. Cool. Ça c'est bon, ça. Ça peut être utile. C'est ça. C'est ça, oui. Ah, donc je ne vais pas save change parce que j'ai pas envie. Mais bon, là pour l'instant, il le fait juste à titre informatif et il me prévient, c'est bon, tes tests sont passés. Donc je vais merger ma pull request. Qui n'a pas du tout le bon nom, mais c'est pas grave. Je delete la branche et normalement, si je retourne sur mon pipeline, il m'a supprimé mon app de test qu'il m'avait créé. Ok, continuons. Donc on a un bug reporting qui marche, même si c'est compliqué à tester. Parce que je vois pas trop qu'est-ce qu'on a qui pour. On pourrait introduire un bug pour faire un test, mais bon. Je vous propose de me croire et qu'on prenne pas de temps là-dessus. On va croire. Ok. Je vais faire un peu de logging avant de parler de Docker. Juste pour les bug reporting, tu utilises tout le temps Rollbar ou il y en a d'autres Alors, ça m'est arrivé d'utiliser Sentry. Sentry attends, je vais te le montrer. Je sais plus ce que c'est. Prod, parfait. Find Radon. Tu verras, ils ont un truc pour ça. Hop. Voilà. Okay. Sentry. Ah, Sentry, ok, ça marche. Je connais des gens qui aiment bien Airbrake. Voilà, j'ai un peu l'impression que c'est chacun a son préféré et que. Ok. Ouais, il n'y a pas forcément de. Un qui est meilleur que les autres, c'est juste une question de goût. Quoi. Okay. C'est ça. Probablement, c'est comme d'hab, c'est à peu près similaire. C'est ça, ça fait 50 Shades of Error Reporting. Hein. C'est ça. Et là, on va faire la même chose, mais version logging. Alors, pareil, Heroku Log, c'est super cool, mais tu as accès à tes 500 dernières lignes de log quand tu as quelque chose qui est arrivé hier et que tu n'as pas été prévenu ou que, voilà, et que tu vas regarder tes logs d'hier, c'est horrible, c'est impossible. Et en plus, bon, les logs d'Heroku, c'est une espèce de string affreuse. C'est pas très pratique à parser et à utiliser. Oui, tu peux faire des greffes dessus, mais bon, même moi, j'aime pas ça. Alors que bon, j'utilise Vim quand même. Donc, du coup, je vais en mettre un. Alors, je l'ai découvert hier soir et il marche vraiment pas mal. Donc, du coup, je vais utiliser celui-là. Donc je le voudrais sur Metercus, s'il te plaît. Avant pour info, j'utilisais. Oui, ok.
Merci Heroku. Tu marchais hier? Ok, très bien. Donc lui, c'est bien, c'est que tu n'as rien besoin de faire. Il marche instantanément. Oui. Ok, je viens de populer mon app. Ils l'ont rajouté assez récemment. Je vais expliquer pourquoi je l'aime plus que tous les autres assez vite. Bon, ok, il y a des différences entre... Ça, c'est mon app de prop. Je vais pouvoir montrer mes logs. Parfait. Il y a les logs qui sont disponibles dans Heroku directement. Donc les logs ressemblent à peu près à ce genre de choses. Je vais pouvoir faire 2-3 appels en prod, histoire de dire que ça marche. Donc, on disait la prod. Pourquoi? Parce que c'est pas ça le nom. Ok, c'est quoi ton nom? Turtle App Prod. Si ça a l'air bon pour toi. Voilà. Ok, j'ai un application error complet. Ouais, 503 même. Ok. Pourquoi? C'est parfait, ça. J'ai peu de logs. C'est clairement le meilleur moment. Ok. Non, alors je veux pas n'importe quelle app. Je voudrais ma Turtle. Je m'en fiche pour l'instant. Oui, ok. C'est très pratique ce que tu me donnes. Oui. Okay. Quelle est la différence entre la prod? Je vais rajouter celui-là. Il y a une petite différence. Quoi la différence? C'est qu'il y a un rollbar. Ah, l'effet démo. C'est toujours le plus grand. Oui, c'est. Toujours le truc auquel tu t'attends pas, c'est ça qui devrait pas failer. Ok. Mais du coup, ça me donne une super occasion pour dire, hé, dans rollbar. Sauf qu'à mon avis, ça explose tellement vite que ça marche. Il y arrive peut-être pas. Ouais. Qu'il arrive même pas à ce moment-là. Je pense que ça explose super tôt dans Heroku. Heroku, tu pourrais me dire un tout petit peu plus que ça? View release log. Ouais, ok. Ça a bien marché. Et non. Et où est-ce qu'il est le déploy? Oui, parce que ok, c'est juste un release. Ouais. Je peux pas vraiment open app parce que ça n'a pas vraiment marché. Ok, si j'ai quand même le même bug, mais j'ai pas de log. C'est parfait ça. Et tu es toujours contre l'idée d'attaquer les logs en ligne de commande? Le problème, c'est que les logs, j'aurai les mêmes qu'ici. Ah putain, oui. Soit rien. Donc c'est un peu... Je sais pas que je suis contre l'idée, mais c'est plus que ça va absolument rien me donner. Quoi. Ouais. No process running. Tu sais, j'ai fait l'idiot tout à l'heure avec mes dynos, mais je pense que j'en ai juste pas remis. Bah voilà, t'as mis à 0 en fait. Oui, c'est ça. Oui, bon, voilà. Effectivement, s'il est pas démarré, ça ne marche pas. Vous ne pouvez rien prouver. Donc du coup, ça marche vachement mieux. Bah, Et donc du coup, j'ai eu des logs. Cool. Voilà, donc en gros, il m'a dit quelqu'un a fait un get sur Turtle. Bon, le problème de ces logs-là, c'est qu'ils sont super verbeux, et voire un peu trop pour de la production. Donc du coup, je vais aller les tuner un petit peu pour avoir des logs plus acceptables pour de la prod. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, je l'ai redémarré 4 fois hier, donc je ne sais pas si j'en ai encore. Oui.
genre ça, qui me dit, voilà, tu as eu un post sur Auth Sign-in et avec tel paramètre sur c'est tel contrôleur qui l'a pris, c'est telle requête, etc. Voilà, c'est pour avoir plus d'infos, pour avoir des vraies durées et que mes logs soient parsés automatiquement de cette façon-là. Oui, et c'est pour ça que j'aime beaucoup comment il s'appelle LogDNA, c'est qu'il parse correctement tes logs en JSON comme ça, tout seul, sans que tu aies rien à faire sur Heroku. J'en ai essayé quelques autres qui ne marchent pas tout à fait pour ça. C'est l'avantage que ça, et c'est aussi l'avantage que ça se fait en 5 secondes. Donc on va revenir sur master. Le master, parce que j'ai mergé une branche dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des gemmes. Alors, le Ruby pour Rails, pour ça, c'est pas super fou. Et du coup, il faut ajouter pas mal de choses pour arriver à avoir un login de JSON bien fait. Je vous invite vivement à juste faire des copier-coller du repo après. Parce que pour le coup, j'ai passé un certain... Je vais expliquer ce que je fais, hein, mais j'ai passé un certain temps à le tuner pour que Rails me génère correctement des logs en JSON propres. Alors, c'est en... Ah non, c'est le gemfile que je veux d'abord. Gemfile. Alors, du coup, j'utilise ces 3 gemmes. Et ensuite, comme c'est quelque chose que je voudrais qu'en production, parce qu'en développement, j'aime bien mes petits logs qui m'indiquent quelles sont mes requêtes SQL que je suis en train de faire. Mais en prod, j'ai vraiment pas envie de voir mes requêtes SQL. Ce que je vais faire, c'est que je vais éditer mon fichier config/environnement production, pour juste dire c'est quelque chose que je veux que tu fasses uniquement en production. Donc, comme d'hab, config/environnement/production. Ok, donc je ne te veux pas toi et je veux tout ça. Je le copie-colle et j'explique ce que ça fait. D'ailleurs, toi je te veux pas non plus. Arrête d'essayer de faire des choses trop intelligentes. Ok, alors, je lui dis log rage. Alors, c'est littéralement rage. C'est parce que le gars, il a ragé sur les logs de Rails en prod et qu'il a créé une gemme pour plus que ça arrive. Donc, voilà, donc c'est quelque chose pour faire que les logs de Rails soient minimalistes. Il y a une bonne pratique ou des choses par rapport à ces sujets-là, ou c'est un retour d'expérience perso et de ce mec-là que... C'est un retour d'expérience perso et je sais plus combien ce gars-là a de stars sur... D'accord. Sur GitHub, mais je pense que... En fait, c'est pas structuré comme des logs d'un serveur web qui aujourd'hui peuvent être injectés sur tout un tas de plateformes, quoi. Non, c'est ça. C'est par défaut le Rails le hasard. C'est ce qu'il dit. C'est par défaut les logs de Rails, ça ressemble à ça, ce qui n'est pas du tout pratique. Et en gros, lui, il génère quelque chose qui ressemble à ça par défaut. D'accord. Sachant que tu peux le tuner un peu plus pour lui dire, je voudrais du JSON, s'il te plaît. Donc. Et du Oui, vas-y. coup, le rendu que tu avais là dans le log DNA, c'est parce que tu utilises lograge à la base ou... C'est ça. C'est parce que ça, c'est un lograge configuré qui fait que du coup, il m'a généré du JSON et que du coup, log-DNA l'a parsé tout seul pour faire que ce soit plus facile à lire. Mais derrière, c'est juste un JSON. Ok, mais si tu n'avais pas mis lograge avant sur log-DNA, ça n'aurait pas été aussi. Ça ressemble à ça. Attends, je vais te montrer. Hop, je vais rouvrir le Turtle. Et pas toi. Vas-y, il y en avait il y a 5 secondes. Ouais, je suis pas fou, je les ai vus aussi. Hein. Qu'est-ce que j'ai... What? Ok. Si je t'enlève toi, c'est mieux. Ok.
je vais aller faire une requête. Tu ne peux pas ne pas avoir de log. Parfait. Voilà. Et donc, du coup, pour une seule requête, tu tapes exactement ça, en fait. Là, vraiment, il va te mettre ta requête SQL, il va te dire que oui, j'ai utilisé tel truc. Et donc, c'est pas du tout pratique à lire comme log. Quand tu as quelque chose qui t'arrive en production, tu n'as pas du tout envie d'aller lire ça comme log. Ouais. Et Oui. pardon, juste les tentatives frauduleuses, ce genre de choses, tu traites ça comment? Notamment dans tes logs pour les faire Alors, j'utilise. Ça dépend, hein, ça dépend de l'app. Mais Non, mais traite plus tard. Ok. Finis ton truc, ça sera l'occasion plus tard. ouais, j'en parlerai plus tard. Mais il y a des gemmes qui font ça. Il y a des gars qui parsent tes logs tout seuls et qui analysent les moments où il y a des gens qui ont essayé de tenter de faire des trucs bizarres. Oui, j'imagine bien, c'était pour savoir si toi, si tu avais un truc dans ton coin, mais on se garde ça Screen, sur le. ça s'appelle. Ouais. Ah oui, Screen for Explore. Merci. Ouais, sachant que chaque requête est associée avec un ID dans Rails et que j'ai configuré Lograge pour que ce soit le cas, parce que comme ça, tous les logs qui sont créés par une requête vont être mis ensemble. Je peux lui dire de les filtrer juste pour avoir tous les logs qui correspondent à cette requête-là et pas aux autres. Parce que bon, là, il y a peu de logs associés à la même requête, mais des fois, tu as genre 8 lignes différentes parce que dans ton app, tu logs à 8 endroits différents qu'il s'est passé quelque chose. Oui, enfin, ma question, c'est plus pour la détection de patterns, tu vois, des gens qui Oui, essaient de. oui, c'est plus, ça n'a rien à voir. Là, c'est plus parce que j'aime aussi avoir mes logs qui sont rangés par requête éventuellement, si je veux voir ce qui s'est passé pour une requête en particulier. Ok. C'est joli. Ouais, c'est pratique sur certains trucs. C'est pratique pour faire des stats aussi, éventuellement. Est-ce que tu peux lui dire de le grouper par ID? Parce que si tu veux connaître le nombre de requêtes, enfin bref. Ah oui, ok, d'accord, oui. Donc, du coup, je dis, je veux Lograge, s'il te plaît. Je lui dis que je voudrais un formateur Logstash, donc qui est un format pour JSON particulier, qui contient un timestamp, qui contient plein de choses. C'est ce qui fait que c'est à peu près beau quand on le voit là. Je ne sais plus ce qu'il y a exactement dans ta version de base. Il y a plein de choses qui sont rajoutées par Heroku aussi automatiquement. Je lui dis que mon contrôleur de base, ce sera celui de l'API. Si vous avez une app Rails normale, vous ne mettez pas ça, vous mettez, je ne sais plus, je crois que c'est Action Controller Base dans Rails. Je lui dis, tu logs dans stdout par défaut, parce que j'ai pas envie que tu logs dans un fichier. Et ça, c'est qu'est-ce que je veux qu'il rajoute par défaut à chaque fois dans toutes mes requêtes. J'aimerais bien que si il a les param, il les rajoute. Et si il a l'ID de la request, il l'ajoute aussi. Donc ça, les payloads sont... Oui, vas-y. Non, mais ok, je t'interromps alors. Ça peut cracher sur du syslog ou du rlog plus exactement ailleurs? Oui, tu peux faire cracher ça sur ce que tu veux. Ok, très bien, merci. Pour le coup, là, c'est stdout parce que c'est facile, mais en fait, tu as littéralement ce que tu veux là. D'accord. Et du coup, ça te permet d'avoir et ça, c'est pour tes paramètres. Le payload, il est fourni par Lograge. Faut regarder la log, il y a plein, la doc, il y a plein de trucs que tu peux lui dire de loguer en plus. C'est ça. Je veux aussi pas le niveau de debug en prod parce que c'est cool les niveaux de debug, mais en fait, info c'est largement suffisant comme niveau de log. Et l'autre truc que je rajoute ici, c'est ok, dans Rails, tu as 2 loggers différents. Tu as le logger qui l'utilise tout seul et tu as le logger que tu vas utiliser quand toi tu vas faire Rails. Enfin, c'est quoi? C'est rails.logger.warn ou rails.logger.info dans ton programme. C'est le config.logger qu'il va utiliser. Et donc là, le truc, c'est que tu lui dis « Hey, je voudrais ce logger, je voudrais un logstash logger, donc pour que tes logs soient à peu près équivalents tout le temps. Voilà, et que je veux que tu envoies vers stdout. » Je ne sais pas si j'avais parlé de rec timeout la fois d'avant, parce que je vois que je l'ai rajouté, mais
fait, je pense que je ne l'ai même pas rajouté dans mon gem file. Alors, rec timeout, qu'est-ce que c'est? Puma a un gros défaut, c'est qu'il ne time out jamais. C'est-à-dire que si ta requête prend 5 minutes, Heroku va tuer ta requête au bout de 30 secondes. Donc, l'utilisateur ne verra jamais la page se charger parce qu'au bout de 30 secondes, Heroku lui a fait non, il y a eu un problème, ça ne marche pas. Mais éventuellement, ça va utiliser tes ressources de process pendant vraiment 5 minutes, le temps que la requête soit terminée. Tu veux vraiment pas que ça arrive parce que tu veux pas qu'une requête aussi longue aille jusqu'au bout. Si ça arrive, ça veut dire qu'il y a crédiblement un problème quelque part. Donc tu veux qu'il explose beaucoup plus tôt. Pour ça, du coup, il y a une gem qui s'appelle rec timeout. Je vais aller la copier parce que je ne me souviens pas s'il y avait une autre version en particulier à choisir ou pas du tout. Il y en avait un, parfait. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Par défaut, c'est 25 secondes, je crois. Donc, c'est ou 15 secondes. Tes requêtes ont 15 ou 25 secondes pour s'exécuter, sinon elles se font tuer. Voilà. C'est une bonne pratique de le mettre à chaque fois dans tous les projets. Voilà, je pense qu'on a ajouté pas mal de choses. Donc, on va pouvoir committer tout ça en prod. On va le tester en staging pour vérifier que ça marche bien. Hein. Ah bon? Donc, comme je l'ai pushé sur master, est-ce que tu es... Je commence à avoir beaucoup trop d'onglets. C'est l'histoire de ma vie un petit peu, quoi. Ok, donc lui, il n'a pas de truc pour loguer, donc on va lui ajouter parce que j'aimerais bien pouvoir vérifier que ça marche en staging. Est-ce que tu peux m'ajouter logDNS, s'il te plaît? C'est Turtle Staging. On va attendre un petit moment. Est-ce que j'avais d'autres choses à mettre tout de suite? Je ne vais pas mettre screen aujourd'hui parce que je n'ai pas prévu, parce que je n'ai pas regardé la doc sur comment ça s'installe. Donc, on va éviter les coups de je vais lire la doc pendant 10 minutes. Même si, à mon avis, c'est super simple à mettre en place. J'ai pas envie de jouer à jeu. Ah, si, ce que je peux ajouter, ce qui peut être utile, non, parce que c'est une app qui stocke des tortues, donc c'est pas utile. Mais ça peut vous intéresser. Ça s'appelle Skylights.io. L'idée de Skylights, c'est que ça va faire du monitoring de ton app et ça va vérifier qu'est-ce qui est lent, quelle requête est lente, pourquoi, à quel moment, etc. Oui, ok. Genre, je peux lui dire, prends-moi les dernières 6 heures sur ça. C'est un truc qui, genre, tu le fais tourner de façon ponctuelle ou ça non, traque c'est permanent. Okay. Ça traque ton app. Et en gros, ça te dit, voilà, donc ton app en temps normal, c'est genre de volumétrie de temps. Tu peux lui dire, ok, donc ça c'est lent. Explique-moi qu'est-ce qui a pris du temps dans ma requête. Voilà, si tu peux aller regarder toutes tes requêtes et dire pourquoi est-ce que tu as... Ouais, ok, parce que là, il n'y en a pas, bien sûr. Ok. Et ça vérifie toutes les requêtes qui passent? Ouais, toutes les requêtes qui passent. Et en gros, ça va juste voir... ça va vraiment te permettre d'analyser quel est le bout de ton app qui prend du temps. Attends, excuse-moi, ça c'est connecté comment là? Alors, je l'ai pas. Ça, c'est pas sur la Turtle parce que je l'ai pas encore ajouté. C'est sur une autre app. Mais en gros, tu rajoutes une gemme dans ton app. Ouais. Et il pousse des datas après chaque requête. Donc en fait, il pousse des logs là. Je pense qu'il pousse des logs, mais il pousse pas tes logs exactement. Il pousse vraiment des logs qu'il génère lui-même. Oui, enfin, c'est des logs structurés. Pour lui. Ça veut dire que lui, parce que là j'ai vu qu'il y avait des messages sur Device,
il est capable de détecter quand même de la logique applicative installée, en fait. Ah oui, il te détecte. Bah, regarde, là, en fait, il est en train de me dire que ça, c'est un bout de device, ça. Ouais. Donc, il me dit que ça, j'ai passé tant de temps dans device. Trop bien. Et, C'est gratuit. pardon. Et en fait, tu as des profils, parce que là, en fait, c'est une donnée brute. Tu peux pas savoir si c'est bien tant que tu peux pas la comparer à un autre. Oui, tout à fait. Sauf si toi, tu as la connaissance Bah, de quelle doit être la répartition de ce délai consommé. Mais sinon, comment est-ce que tu fais pour savoir si bah, tu es dans le bon délai ou pas? je crois que sur Skylight, tu n'as pas de profil. Sur d'autres, tu en as, hein, mais sur ça, tu n'as pas. Le truc, Ouais. c'est que tu vois, il va te prévenir laquelle de ta requête est en général la plus lente. Tu as Ouais. des notions de popularité. Je crois que tu peux. Ah non, pas sur celui-là. Je crois que tu peux lui dire. Je vais essayer de retrouver comment tu fais. Non, perds pas de temps avec ça, je regarde. Enfin, oui, Ouais, au pire. voilà. Ça, là, tu as une distribution en. Je crois que tu peux aussi avoir une distribution en percentile. Ok, d'accord. Voilà, Très qui en gros te dit en moyenne, ça se passe comme ça pour tes utilisateurs. Honnêtement, si ton utilisateur il attend 2 secondes, c'est excellent. Oui, non, mais évidemment, sur la valeur brute. Après, C'est c'est savoir sur la répartition, si les ratios entre le temps que tu passes sur, je sais pas, ton session controller, il est normal. Ah ouais, non, ça, t'as pas de. Ça, c'est vraiment de la connaissance. Voilà, c'est du retour d'expérience. C'est C'est du pas. retour d'expérience, ouais. Je Voilà. pense que tu n'auras pas mieux que ça. Ok, merci. Sachant que si vous avez besoin d'encore plus d'instruments, ça, c'est vraiment la version basique. Si vous avez besoin de beaucoup plus que ça, vous pouvez partir du côté de Neuralink. Comment tu Neuralink. Comme ça. Neuralink. Ok. Ça coûte cher. Ça peut coûter vite assez cher. Donc c'est pour ça que moi je le mets pas. Le profiling, toujours ça coûte cher, c'est fou. Quoi. Ça. Et là, ils ont un profiling où je crois qu'ils descendent quasiment jusqu'à quelle méthode prend du temps dans ton app. Quoi. Ouais, mais ça, en fait, le profiling plus le security by design, ouais. Là, tu commences à devenir sympathique. Ouais. Skylight, c'est gratuit? Bah là, j'ai pas payé. Donc oui. Cool. C'est simple. Hein. Suboxback, il n'y a rien de payant dedans. Donc, tout ce que je vous montre depuis le début, j'ai littéralement pas payé $1 à Heroku pour l'instant. Ok. Ok, donc du coup, on va ajouter ça, parce que ça prend pas trop longtemps à ajouter. Je sais plus si on peut l'ajouter directement sur Heroku, mais je ne crois pas. Je vais vérifier. Find Radon. Trop bien, Ctrl F, Sky. Il n'a pas l'air, ou alors il m'a pas chargé toute la page, ce qui n'est pas impossible. Il y a un bouton recherche sur Heroku, sur les add-ons? Seulement, il n'y a pas de bouton? Si, bien. Okay. Ici, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Parfait. Donc, du coup, on va pouvoir en ajouter une nouvelle app. Ouais. Donc, hop, j'ajoute la gemme Skylight. Vim, Gemfire. Pourquoi tu me mets avec ça? Parce que je ne l'ai toujours pas supprimé. Ok, fair enough. Je veux qu'en production, hein, le reste du temps, j'en veux surtout pas. Donc je vais l'installer. Et comme d'habitude, il va me faire mettre le token en dur, mais je vais devoir lui donner dans Heroku. Parfait, j'ai Skylight. Je setup. Parfait, très bien ça. Heroku, donc je pourrais mettre TurtleProd s'il te plaît. TurtleProd, Settings, Level Configure. Ta value c'est ça, mais je ne me souviens pas de ton nom. Parfait, très bien ça. Là, application view. Ok, du coup il m'a ajouté. Vraiment? Ouais, non. Non, en fait, non. rm config / skylight. Je ne veux pas. Est-ce qu'il m'a ajouté d'autres choses? Non. Alors, ça va être si -a -n adding skylight.
sur on se trappe les tests. Pendant ce temps, on va aller vérifier que le staging marche bien. Je l'ai populé, hein, je ne suis pas fou. J'ai bien dit d'avoir un log DNA, oui. Je peux me connecter dessus. Mais non, c'est pas cette étape-là que je veux. Staging, s'il te plaît. Mais il n'y a rien parce que j'ai pas fait de requête. Celle-là, c'est legit. Staging. Là, j'ai reçu des tortues. Et donc, j'ai mes logs et ils sont pas retained. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai oublié? Parce qu'il est en train de déployer une nouvelle version. Ok. Oui, donc log DNF et gère tes logs en fonction de quand est-ce que tu es en train de déployer tes trucs. Donc là, comme je suis en train de déployer une nouvelle version parce que j'ai pas bougé sur ma serveur, donc ça peut pas être ça. Ok. Qu'est-ce que j'ai oublié de configurer pour qu'il me retain mes logs? Ah, c'est possible sur le payant, truc gratuit. hein. de quoi? C'est payant pour l'history. Non, mais je l'ai sur d'autres choses et j'ai pas payé. Peut-être que c'est limité à 1. Tu vois, genre, c'est pour la première app, c'est gratos, et pour les apps suivantes, c'est. J'en ai 2. Bah, je sais pas. Voilà. Voilà. Tu me poses des questions, tu essaies de te répondre. Ouais, non, mais je sais pas. Il y a sûrement quelque part une config que j'ai oublié et faudrait que je regarde ce que c'est exactement. Bon, bref, on va dire que les logs ça marche. Hein, je l'ai configuré pour d'autres choses. On est tous d'accord. Merci. Ouais, c'est bon. Voilà, donc j'ai rajouté une nouvelle version sur staging. On vient de voir qu'elle marchait. Je peux l'envoyer en prod. Oui, très bien. Et c'est pas mal ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, a priori. Le truc qu'il faut savoir, c'est que pour CircleCI et pour Heroku, un truc. Heroku, pour le déploiement automatique de ta branche tu peux rajouter un CI dessus. Le problème, c'est que c'est payant à $10 par mois, donc je ne l'ai pas fait. Mais tu connais $10 par mois? Ouais. Non, mais voilà, donc non. Mais comme c'est pas gênant, parce que j'ai quand même Circle qui me prévient quand mes builds passent ou pas. Et donc, du coup, je vais pas l'envoyer en production, ce qui passe pas sur staging. De toute façon, je ne vais pas merger la branche. Donc, j'ai suffisamment de barrières avant pour me dire que bon, c'est pas grave si si ça marche, si ça c'est pas là. Okay. Voilà, sachant que je vais vous montrer mon Slack perso. J'en parle, c'est très cool, mais je m'en fiche. Tu peux avoir toutes ces notifications dans un Slack pour te prévenir de qu'est-ce qui marche, donc c'est Heroku te prévient, Circle te prévient et Rollbar te prévient qu'il a bien vu que des choses ont été déployées en production. Et tu as des commandes pour lui dire, voilà, je voudrais que tu promotes automatiquement en production la version de staging. Tu le tapes dans Slack? Dans Heroku. Ouais. Dans Slack, ouais. Dans Slack et ça fait tout le reste. Ouais, en fait, tu parles au Heroku de ChatOps qui, du coup, promote ton staging en prod. Ça, c'est énorme parce que là, tu as un plan de sauvegarde low cost. Ouais. Là, il y a des gens qui. Oui, d'accord, très bien. Voilà. Et tu peux faire. Et moi, mon rollbar, ce qui se passe, c'est que quand j'ai une erreur, il me pop ici aussi parce que comme ça, j'ai des alertes. Voilà. Ouais, l'intégration dans Slack, effectivement. L'intégration dans Slack. Et donc, du coup, c'est ça. Chacun de ces outils s'intègre dans Slack et s'intègre bien dans Slack. Sachant que je sais que tu peux le faire aussi sur LogDNA. Pareil, il faut payer, mais dans leur plan payant. Ouais. Je n'ai pas regardé exactement comment ça marchait, hein, mais merci les gars. Où est-ce que je l'avais vu? Tu as des dashboards pour tes métriques, mais surtout dans leur plan. Et c'est pas indiqué. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Dans leur plan, il y a quelque chose qui te permet de dire, OK, quand tu vois un log de tel type passer, balance une alerte. Envoie-moi un mail, envoie un truc dans Slack.
Ça, c'est assez énorme. Voilà. Ça, c'est assez énorme. Mais ils ont, genre, dans l'offre payante, un petit. Alors, je sais pas genre un système expert ou des trucs où on peut faire quelques règles sympas. Je n'ai pas regardé en payant combien ça coûtait, comment ça marchait exactement. Très bien. Mais voilà, je pense que comme tu as des versions jusqu'à $2000, j'espère qu'à ce moment-là. Ils commencent à faire des choses. Ouais, ou sinon c'est un peu dommage, quoi. Mais je vous laisserai regarder, mais je pense que tu dois pouvoir faire ça. Ok. Merci. Moi, c'est nickel. Voilà, je pense que j'ai pas mal fait le tour de tout ce que je voulais expliquer. Donc je vais couper l'enregistrement. Puis... Enfin, est-ce que vous avez des questions en fait, avant de couper l'enregistrement? Je pense que les non. Merci beaucoup. Ouais, merci. Encore une fois énorme. Cool. On a appris plein de trucs, plein de nouveaux outils. Ouais, en fait, le problème, c'est que le déploiement, c'est tout un monde différent du dev et tu peux avoir plein de... Voilà. Et l'avantage des recours, c'est que ça te permet d'en cacher beaucoup de bouts que tu veux pas, que t'as pas le temps de traiter quand tu es aussi dev. Tu veux potentiellement t'y intéresser. Je sais que par exemple, notre ami Fred ici en a fait pas mal et s'est intéressé à des problématiques beaucoup plus poussées que ce qu'on a vu là. Mais voilà, là c'est la version low cost de je suis dev et j'ai pas du tout envie de gérer ces problématiques là, quoi. Ouais, je comprends. De toute façon, au bout de la journée, tout ce qui est faisable par un ordinateur n'a pas vocation à être fait par un être humain. Donc effectivement, plus tu t'automatises, mieux c'est. C'est ça. Ça va, beaucoup les erreurs surtout. Les erreurs, c'est super important. Les logs, honnêtement, c'est pouvoir retourner 2 jours avant et voir pourquoi pour ton utilisateur ça a failé. Parce que tu vas avoir tes stack traces d'erreurs là-dedans aussi. Hein. Donc tu vas pouvoir avoir les logs autour qui ont amené à cette stack trace. Parce que Rollbar, c'est cool. Hein. Tu vas avoir ton erreur, mais tu n'auras pas. Éventuellement, tu sais pas. Si tu as mis des logs dans des jalons sur ton app, mais en fait, tu les verras pas passer parce que dans Rollbar, tu as juste l'erreur. Et alors que là, dans tes logs, tu pourras voir, OK, en fait, l'utilisateur, il a fait telle commande avant. Et voilà pourquoi je me suis retrouvé dans cet état bizarre. Alors, moi, je me permets juste de rajouter sur les logs, il faut avoir une vraie gestion de logs. C'est-à-dire qu'en fait, il faut les sauvegarder pour pouvoir consolider et regarder les comportements sur le long terme. Parce qu'au-delà de juste vous, sur le point de vue de développeur, en fait, ça te sert pour vraiment beaucoup de choses. Les logs, c'est une connaissance primordiale qu'il faut gérer comme quelque chose de vraiment important et pas juste dire ça me sert ponctuellement à un moment. Tu as des scénarios qui se déroulent même sur plusieurs mois. Je parle plus sur des aspects notamment de sécurité. Si tu n'as pas tes logs pour diagnostiquer ça, t'es fucké. C'est ça. Donc ça se gère, ça se sauvegarde, ça se consolide, ça se manipule. Voilà. Là, je ne peux pas vous montrer ce genre de point, mais effectivement, tu as un gros bouton paid plan et c'est ce que ça va ajouter en fait. Ça va te permettre d'avoir beaucoup plus d'infos sur ce genre de log. En version super simple. Hein, normalement, tu as une team qui gère ce genre de problématique. Oui, c'est des gens à full time. C'est ça. Ouais, au-delà même juste du log, tu as des gens dont le seul métier, c'est de gérer la sécurité sur la base de ces logs, en fait. Tu vois. Oui. Ils sont payés H24, 7 jours sur 7 pour être le cul posé devant un PC et regarder ces trucs-là, les consolider, écrire des règles, filtrer ce que Zaratan a montré tout à l'heure avec le log.jml, une version où tu écris des requêtes pour sélectionner les bons. Et voilà, bref. Okay. Bon, en tout cas, moi, c'était nickel. Moi, Ah merde, je partage plus mon écran en fait. C'est pour ça que c'est pas évident. Je repartage mon écran. Et donc, je disais, l'outil que moi j'avais utilisé à une époque, c'était celui-là. Ça s'appelait screen.io. Alors, je crois qu'ils ont une version payante. Très payante même. Ouais, mais ils ont aussi une version développeur. Ouais. Mais là, de toute façon, sur ce genre de sujet, tu commences à avoir tout ce qui est système expert, mais je crois qu'il est, pour le coup, Denis est bien meilleur que moi. Donc, il faut payer des gens qui font ce genre de choses. Oui, c'est ça. Donc là, des moteurs d'inférence, des arbres décisionnels, tout ça. Oui. Sur Screen, il y a le mec de Screen qui était venu faire un workshop au wagon où cool. Il présentait un petit peu Screen en partie, mais il n'était pas là juste pour vendre son produit. Il parlait sécu du coup. Il parlait de petits trucs en sécurité et du coup c'était assez intéressant. Donc, je pense qu'il y a la vidéo sur le YouTube de c'est cool ça. Au cas où, donc du coup je disais, il y a une version, si tu acceptes de mettre le petit bouton Protected by Screen quelque part sur ton app,
Pardon. Du coup, c'est gratuit. Voilà. Ok. Pas bien. Donc, Bon à savoir. moi, je sais que je me suis fait, qui m'a flagué des comportements étranges déjà à des moments. Ah oui, ça je doute pas de 2 secondes et demie. Je l'ai vu, mais j'ai vu marcher Screen, quoi. C'est plus, j'ai utilisé celui-là en prod et ça m'a flagué des tours. Ok. Voilà. Et ben merci à toi en tout cas. Mais de rien. Ouais, Ça m'a fait plaisir. beaucoup. Maintenant, le plus difficile, c'est que ce que tu fais là en 10 secondes, clic, 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 à mettre en œuvre. Ouais,